Bonjour, Quentin Besson, photographe et architecte, ancien diplômé de l'école d'architecture. Ma première question, c'était pour savoir pourquoi commences-tu toujours, quand tu présentes ton travail et l'œuvre de Pouillon, par dire qu'il était ostracisé et que c'est l'architecte qui a le plus construit au XXe siècle. En fait, j'ai remarqué en faisant ce travail qu'il y avait un certain nombre de points qui étaient méconnus sur l'architecture de Fernand Pouillon, mais aussi sur sa vie. Et j'avais envie et besoin de remettre un certain nombre de vérités en place. Euh, le fait qu'il a été ostracisé, c'est une réalité. Il a été peu enseigné. Je ne sais pas quelle expérience vous en avez, mais en tout cas, dans beaucoup d'écoles, ça a été euh, pas ou peu enseigné ou minimisé. Et puis, effectivement, la conclusion de cette recherche, en tout cas, un des grands aspects que l'étude a révélé, c'est que c'est l'œuvre bâtie par un seul homme la plus conséquente du XXe siècle et peut-être dans l'histoire de l'architecture, ce qui n'est pas rien. Effectivement, dans notre école, on en a entendu parler, c'est-à-dire qu'il y a un spécialiste de Fernand Pouillon, euh, Jean-Lucien Bonillo, qui a écrit plusieurs ouvrages sur lui, et aussi on le connaît surtout par son œuvre sur le Vieux-Port. Et donc c'est pour ça qu'on a été un peu initié à ses travaux et à sa manière de faire. Alors effectivement, on est dans un contexte un peu particulier, c'est qu'on est à Marseille. Aix-Marseille, c'est quand même le lieu où commence sa carrière d'architecte. Donc effectivement, ici, il y a une connaissance qui est plus approfondie. Euh, pour autant, ça me paraît important de rappeler aux visiteurs qui n'est pas toujours un spécialiste, qui n'est pas toujours un architecte, que cette œuvre est, à mon sens, majeure. C'est sans doute l'un des architectes les plus importants de la deuxième partie du XXe siècle, qu'il est marseillais, ce qui devrait être une forme de fierté. Pour autant, il n'y a pas de rue Fernand Pouillon ou de lieu à sa mémoire, ou en tout cas qui rappelle son travail. Si ce n'est, évidemment, et c'est ce qu'il dit toujours, mon œuvre me défendra, ces ouvrages qui sont vivants, habités, qui font partie intégrante de la vie. Donc voilà, mon discours, évidemment, il s'adresse à un large public parce que je ne sais jamais qui j'ai en face de moi. Et puis aussi, il est à destination d'un public assez large. Bonjour à tous, mon nom est Mathilde Benoît, étudiante en master à l'école d'architecture de Marseille. Donc Léo, peux-tu nous faire part de la genèse du regard que tu portes sur la production de Fernand Pouillon? Est-ce que c'est suite à une rencontre spatiale particulière, à une lecture coup de foudre? C'est une bonne question. Ma rencontre avec Fernand Pouillon, elle est finalement assez récente. Rétrospectivement, je me rends compte qu'il a déjà croisé mon parcours à différentes reprises, et même une histoire très personnelle. Même ma rencontre physique avec ses œuvres se déroule à Alger, sans doute, à vrai dire, à Marseille, mais je m'en souviens pas. Mais la première rencontre consciente, c'est à Alger, ville dans laquelle je me rends pour une commande photographique, en fait. Je vais photographier la construction de l'ambassade de Suisse à Alger. Et j'arrive de nuit dans ces cités et je suis complètement emballé par cette architecture en me disant mais qui a construit ça. Et évidemment, j'avais juste envie d'en savoir plus. Je me dis, bon, bah, de retour dans mon pays, je vais acheter quelques livres. Et les livres que je trouve, en fait, euh, euh, sont plutôt des livres d'historiens, des livres, je ne veux pas dire austères, mais un peu techniques sur ces questions-là. Et je ne retrouve pas dans un projet photographique, en fait, cette dimension sensible, cette émotion du corps, j'ai envie de dire, lorsque j'y étais physiquement. Et en fait, simplement dans cette envie de chercher, de trouver un certain nombre d'éléments, je commence à comprendre que l'œuvre est pléthorique, qu'elle existe en Algérie, mais aussi en France, qu'il y a différentes périodes et que ces différentes périodes sont très variées. Ce qui amènera à cette conclusion que c'est l'œuvre la plus conséquente du XXe siècle bâtie par un seul homme. Et en même temps, il y a quelque chose là que je sais faire,
une des séries, un des travaux qui m'a qui m'a donné une certaine notoriété, c'est ce travail que j'ai fait pendant 5 ans sur les ouvrages fortifiés en Suisse, les bunkers. Comme ça, j'ai battu la campagne pendant 5 ans pour photographier à peu près 400 ouvrages sur les 15 000 qui jalonnent le territoire suisse. Et dans ce travail sur Pouillon, comme ça, je me suis dit, mais en fait, ça correspond à quelque chose que je fais, de m'attaquer à des espèces d'œuvres dont on ne connaît ni le début ni la fin, mais de constituer un espèce de corpus de cette chose-là. Et je me suis lancé un peu là-dedans, corps, âme et bien. Bonjour, je m'appelle Amalia Blanchot et je suis aussi à l'ENSA Marseille en première année. Du coup, moi je voulais commencer avec une question plutôt sur la démarche avant de photographier les œuvres de Pouillon. Donc on a vu que tu avais beaucoup d'archives et beaucoup de recherches sur le travail de Pouillon. Et je me demandais aussi donc d'où venaient toutes ces archives, tous ces documents, comment et quelle importance ils prenaient place dans la photo à la fin. En fait, je procède de deux manières différentes. Il y a cette citation, j'en sais plus l'auteur, mais qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Il y a une forme de naïveté dans le travail que j'effectue, c'est-à-dire ça rejoint cette question sur le côté sensible, en fait. Il y a une première chose que je capte sans en comprendre le sens, qui m'interpelle. Souvent, ça marche voilà, par une sensation, par une intuition. Et je ne vais pas à l'encontre de ça. C'est-à-dire que souvent, je photographie des choses sans vraiment savoir pourquoi je les photographie, mais parce que ça répond à un besoin. Et j'ai commencé de cette manière-là. Les premières photographies, il y en a une ici qui date de 2014. Mais il y a un peu de perte dans cette pratique-là. C'est-à-dire que je commence à faire des images très instinctivement d'un sujet dont je ne suis pas encore sûr que je vais l'exploiter ou l'explorer à fond. Et ensuite vient un travail d'enquête ou d'investigation où j'essaye d'aller plus en profondeur, de comprendre pourquoi ça m'intéresse, pourquoi je le photographie, qu'est-ce que je photographie. Durant l'accrochage qu'on a fait ensemble de cette exposition, je parlais à Quentin ou à certains d'entre vous du rapport que j'entretiens avec la chambre photographique, ce besoin d'être sur un trépied, d'avoir un appareil lourd, et du rapport au dessin. Il y a quelque chose dans la technique que j'utilise et dans le dessin qui est similaire, c'est-à-dire le rapport à l'espace, le rapport au corps dans l'espace, de ma posture. Et pour moi, elle fait écho intellectuellement à la posture que je vois. Et ça, je suis obligé de l'instruire par un travail qui est beaucoup plus un travail de recherche, un travail intellectuel pour comprendre l'époque dans laquelle ça s'est fait, les conditions dans lesquelles ça s'est fait. Et d'où ce travail de recherche. Comme je vous disais, si la première rencontre date de 2012 et qu'en 2014, par des phénomènes assez simples, j'ai photographié en 2012 le chantier de l'ambassade et en 2014 la fin de l'ambassade, donc j'en ai profité pour des raisons économiques aussi de retourner à ce moment-là. Ensuite, de 2014 à 2018, c'est simplement un travail de recherche, évidemment de fonds, évidemment d'autorisation, parce qu'en Algérie, je n'avais pas les autorisations pour faire les photographies, mais aussi un travail de recherche sur le contexte historique, la manière dont cette architecture s'est faite, et aussi un petit peu les idées de l'architecte, de comprendre ce qui lui l'animait, et de découvrir que cette œuvre est pour lui une œuvre sociale avant tout. Et pour compléter, est-ce que tu penses que ce travail de recherche du coup, et d'analyse, il est nécessaire pour un photographe avant de s'attaquer à un projet, ou alors c'est une obligation que tu t'es donnée parce que par passion en fait pour cet architecte et pour son œuvre? Alors, je dirais qu'elles sont évidemment pas forcément nécessaires à tous les travaux photographiques. Moi, ça fait partie d'une de mes signatures, d'être à la fois une sorte de chercheur. C'est beaucoup contesté parce qu'évidemment, je suis un chercheur indépendant, d'être aussi une sorte d'enquêteur,
et d'avoir une photographie qui est à la fois à mi-chemin entre une photographie esthétique, parce que c'est un ressort important des images que je produis, et à la fois une image documentaire. Et je navigue dans un chemin un peu trouble entre ces deux aspects, mais je ne photographie que le réel, même si c'est une forme de vue de l'esprit selon Walker Evans, qui est une influence assez forte. La photographie documentaire, c'est toujours un cadrage, c'est toujours un choix, c'est toujours la volonté de montrer quelque chose ou pas. Et malgré tout, pour moi, c'est beaucoup instruit par les découvertes que je fais, la compréhension des mécanismes en fait, qui mènent à la constitution de ce que je photographie, que ce soit une architecture ou un paysage. Je ne me considère ni comme un photographe d'architecture, ni comme un artiste, mais un peu tout ça à la fois. Et ce que je constitue de tout ça détermine finalement ce que je suis, bien au-delà des cases dans lesquelles on aimerait me mettre ou me réduire. Je voudrais réagir par rapport aux autorisations dont tu as eu besoin pour faire les photos des bâtiments de Pouillon. En fait, plus que ça, je me demandais comment ta pratique était perçue dans l'espace public par les habitants et les gens qui te voient, qui t'entourent. Et toi, comment tu leur réponds, comment tu leur expliques cette photographie que tu pratiques? Alors, il y a deux réponses dans cette question. Il y a évidemment un aspect légal, pratique, dans tous les pays du monde que j'ai fréquentés et où j'ai photographié avec ce matériel encombrant et un peu particulier. Ça a généré évidemment des réponses assez différentes. Il faut savoir que je me déplace avec beaucoup de matériel, un grand trépied, généralement une échelle, et des films. Des films qui font 10 par 12 cm ou des négatifs qui font 4-5 inches. Et qui pose énormément de problèmes et de plus en plus dans les douanes, les aéroports, les questions de sécurité, parce qu'évidemment, on ne peut pas passer dans les rayons X, il faut faire des contrôles manuels, et que depuis le 11 septembre, grosso modo, c'est infernal de passer ces douanes. Un autre phénomène était celui du rapport un petit peu compliqué avec les appareils photo, et moi en plus mon appareil photo je l'appelle une caméra parce que c'est dérivé de la caméra obscura, donc j'ai tendance à dire ma caméra, ce qui est encore plus complexe. Et je parlais avant de naïveté que j'entretiens un petit peu, je vais aussi assez naïvement, puisque du pays d'où je viens c'est assez facile de faire des photos dans l'espace public. En Algérie je suis allé faire des photos et très vite je me suis fait arrêter. Donc il y avait une question d'autorisation, simplement de faire des images. Après, il y a une autre réponse à la question qui consiste au rapport que les gens ont avec la photographie. C'est d'ailleurs toujours surprenant pour moi parce qu'on me pose souvent la question de ce que je fais. Pas plus tard que hier avec mon appareil à Marseille. Et en même temps, aujourd'hui, il y a cette phrase un peu provocatrice, mais on est tous photographes, c'est-à-dire que tout le monde a un appareil photo dans sa poche. Et souvent, on me demande est-ce que je fais des repérages pour un cambriolage, ou que c'est quand même bizarre, ou alors c'est commercial, etc. Et en même temps, j'ai une pratique de la photographie qui ne peut pas se faire rapidement. Et pour moi, ça, c'est très important. C'est-à-dire que dans l'histoire de la photographie, il y a à peu près, j'ai plus le détail, mais peut-être 100 ans qui s'écoulent où la photographie se fait sur un trépied avec des appareils extrêmement longs, extrêmement volumineux, des plaques de verre, etc. Et puis tout d'un coup, il y a l'invention du Leica, si je ne m'abuse. Et puis, ce que j'appelle le chasseur d'images, c'est que tout d'un coup, on pointe et on vise. Alors que moi, j'ai une pratique dont beaucoup de grands photographes, dans laquelle se sont inscrits beaucoup de grands photographes, qui est plutôt de capturer un instant. Et en fait, je ne suis pas derrière la caméra pendant que la photo se fait. La chambre impose cette chose-là où on fait son cadre, on fait sa netteté, son décentrement, sa bascule du plan de netteté. Donc tout ça prend énormément de temps. Et puis ensuite, on met une plaque ou un châssis qui contient le film, et là on voit plus ce qu'on fait. C'est-à-dire que tout ce qui se passe à l'extérieur, on le voit, mais en dehors de la caméra. Et à la fois,
dans la préparation, on est très concentré sur un voile noir, etc. Donc j'ai souvent des personnes qui m'accompagnent pour un peu filtrer les gens qui viennent vers moi, une voiture qui veut se parquer, etc. Et puis après, c'est très disponible. Et donc, souvent, je passe beaucoup de temps dans ces lieux, je parle avec les gens, je suis très visible, donc forcément, les gens m'abordent, sont surpris de voir une image qui est à l'envers, parce qu'avec le système des polis et d'optique, l'image se reflète simplement à l'envers, dans un soufflet en cuir. C'est extrêmement simple comme technique, et à la fois, c'est un peu magique. C'est-à-dire qu'il y a la magie de cette photographie simple que la technologie du digital a un petit peu éliminée. Et donc tout ça, enfin, je considère vraiment que cette chambre, cet appareil photographique est aussi un moyen d'aller vers l'autre et d'échanger. Et c'est quelque chose que je cultive. Alors, au sein de cette exposition et dans ton livre également, on remarque une grande diversité des ambiances colorimétriques sur tes photographies, donc en fonction des heures, de la saison sûrement, et du lieu que tu photographies. Et justement, sur cette question de la capture de l'instant, est-ce que tu as un rapport presque instinctif avec le site que tu prends en photo, ou est-ce qu'il y a une énorme organisation derrière où tu as une idée précise de l'heure à laquelle tu vas photographier tel ou tel bâtiment ou de la saison à laquelle tu souhaites le photographier? Alors, ma réponse instinctive, elle serait de dire la deuxième version, c'est-à-dire que, effectivement, en tant que photographe, donc qui écrit avec la lumière, j'aurais tendance à choisir évidemment des lumières, à revenir sur les lieux, à attendre la bonne heure, le bon éclairage, le bon angle. Malheureusement, ce n'était pas possible. Ce travail sur Fernand Pouillon, il ne débarque pas dans mon cursus d'à peu près une vingtaine d'années comme ça par hasard. Il fait suite à un projet qui s'appelle Bestiaire, qui a été sur une dizaine d'années énormément de voyages d'études. Vous, architectes, vous connaissez ça, qui est assez propre à l'architecture. On fait des voyages in situ pour aller voir, expérimenter des architectures. Moi, j'ai beaucoup accompagné des étudiants et des architectes dans ce genre de voyage, et j'ai développé, malgré ma technique excessivement lente, tout un système pour être très rapide dans ma production. Et aussi un exercice, j'ai photographié, refotographié, photographié des architectures jusqu'à ce que ça devienne extrêmement instinctif, et que la contrainte, si on veut, dans laquelle on est souvent créatif, soit de faire avec ce que j'ai. Mes deux seules contraintes sont souvent, enfin, la contrainte principale est la pluie, c'est-à-dire que mon appareil ne supporte pas la pluie. Et l'autre contrainte que j'ai surtout expérimentée en Algérie, c'est les tempêtes de sable. Où là, ça a été une catastrophe parce que les grains de sable rentrent dans tous les mécanismes, et ça ne fonctionne plus. Mais donc voilà, ça c'est une première chose sur la démarche du travail, c'est-à-dire que ici, sur une année, avec des voyages très denses, beaucoup de déplacements à l'intérieur du pays, parfois c'est 3 jours au même endroit, parfois c'est 1 heure. Et je suis condamné à faire avec ce que j'ai. Donc là aussi, il y a un petit peu ce qui est très rare dans ma production, parce que normalement, je prends tellement le temps. Il faut comprendre que chaque fois que je fais clic, une photo, achat du film, développement, c'est à peu près entre 12 et 15 euros. Donc évidemment, on doit être sûr de ce qu'on photographie, et qu'en amont, et c'est aussi ce que j'aime par rapport au digital, c'est qu'on ne fait pas une photo, on dirait on verra bien. Quand on fait une photo, il faut être sûr. Et puis éventuellement, on la double parce qu'il peut y avoir des problèmes de poussière, etc. Donc cette chose-là est très lente, est très contrôlée, maîtrisée. Et puis, voilà, le fait qu'on ait peu de temps, qu'on ne sait pas si on pourra revenir, qu'on ne sait pas si on aura les autorisations, eh bien, il faut un petit peu anticiper ces problèmes, et puis faire avec ce qu'on a, avec des choses qui m'ont beaucoup déçu, des lieux que je n'ai pas pu photographier parce que la météo était difficile, ou parce que je n'avais pas d'autorisation, des choses comme ça. Donc ça, c'est un peu l'enjeu de la contradiction de cette photographie, et puis en même temps, c'est la seule qui permet ce résultat extrêmement qualitatif avec ces images qui sont immersives. Ensuite, il y a un autre propos qui est celui de l'intention. Et c'est là que le jeu sur ces colorimétries est important, c'est que je maîtrise la prise de vue, le cadrage, éventuellement la lumière quand j'ai un peu le choix.
Et puis après, il y a aussi le travail de tirage, le choix du papier, l'intention colorimétrique, parce que traditionnellement, on était en agrandisseur. Il y avait déjà un choix qui était fait, qui était limité. Maintenant, avec le scan et la version digitale que j'en ai, on a un peu plus de latitude. Mais le choix du papier me semblait important dans ces tons assez pastels qui, pour moi, représentaient euh, les couleurs que je ressentais en Algérie. Voilà, vous êtes méditerranéen, vous vivez à Marseille, donc peut-être c'est moins exotique pour vous, mais on est quand même dans un climat, dans une lumière qui est très différente. Et moi, je voulais d'une certaine manière traduire et retranscrire ces intentions dans quelque chose que vous connaissez, qui est une traduction en 2 dimensions de la réalité ou de la 3e dimension. En architecture, vous êtes dans plan coupe élévation, et moi, je suis dans 2 dimensions et couleur et lumière. Et autre question du coup au sujet en rapport avec la météo, en fait, je pense notamment à la photo juste derrière nous. Quand tu vois par exemple cette humidité ambiante qui vient justement parfois mettre en valeur ton bâtiment, et on remarque assez peu de photos finalement par temps de grisaille. Est-ce que tu as une solution de repli? Parce que c'est un challenge un petit peu de se dire potentiellement dans les minutes à venir, il va y avoir de la pluie qui arrive et au risque de mettre ton matériel en péril. Alors non, on n'a pas de solution de repli. J'ai développé un espèce de 6e sens où effectivement je suis en permanence attentif à la météo et au changement de luminosité, parce que c'est très important, parce que ça fait tout de suite varier mon diaphragme, etc., mon temps d'exposition. Donc effectivement, je suis attentif à ça. Voilà, l'Algérie ou le nord de l'Algérie, en tout cas, reste une météo relativement clémente. Je viens d'un pays où c'est quand même encore plus compliqué. La grisaille, là, on en a. Enfin, c'est comme ici, vous n'en avez pas tant que ça, pour moi en tout cas. Et par contre, je crois que ce qui est très important, et la référence que tu fais à l'image derrière est assez claire, c'est-à-dire qu'il faut aussi être extrêmement attentif aux opportunités. Un front d'orage qui s'annonce, tu vois, une pluie qui arrive, tu sais que ça va être extrêmement court. Mais c'est comme la fameuse lumière bleue en fin de journée, etc. Tu sais que tu as des 15-20 minutes pour réagir et que généralement le spectacle va être à la hauteur. L'Algérie a ce truc que beaucoup de gens témoignent, c'est que tu as toujours l'impression que le ciel est infini. Il est plus grand qu'ailleurs. Je ne l'explique pas, je ne le sais pas pourquoi, mais il a cette dimension omniprésente, extrêmement englobante et enveloppante, et c'est quelque chose que j'avais souvent envie de traduire, soit par ces ciels bleus, pastel qu'on voit souvent dans les images, ou en cadrant avec beaucoup de ciel, et puis ici en ayant ce front de pluie qui arrive, en sachant qu'il va falloir réagir très vite, qu'il va falloir être prêt, que mon cadrage doit être prêt, d'attendre le bon moment ou ce fameux instant décisif, même si d'habitude je ne suis pas tellement dans cette pratique-là, et puis d'avoir très vite une solution de repli, de pouvoir... alors j'ai développé tout un système, mais ranger ma chambre dans un sac étanche, etc., etc. Je voulais reprendre la question de Quentin quand il parlait de l'accès sur les sites. Et plus dans la pratique, est-ce que justement le fait que tu aies 40 kilos de matériel, il me semble, est-ce que ça t'empêche d'aller sur certains sites par, par difficulté? Et aussi, qu'est-ce qui du coup te motivait à garder cet appareil qui était assez encombrant et qui avait beaucoup de contraintes? Alors, le poids, il change un petit peu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement, j'embarque peu à la fois et beaucoup à la fois de matériel. J'essaie, même si je travaille finalement souvent avec la même optique, pour pouvoir réagir aux différentes situations, surtout en architecture où parfois on n'a pas de recul, on essaie de photographier des bâtiments assez hauts. Il me faut plusieurs optiques pour pouvoir répondre à une photo d'un paysage tout d'un coup qui est magnifique, où j'aurais tendance à utiliser plutôt une longue focale, ou une focale assez ouverte pour un bâtiment où on a peu de recul. Donc j'embarque un peu de matériel.
Entre le trépied, la chambre, les optiques, ça varie, je dirais, entre 25 et 40 kilos du moment qu'on rajoute un ordinateur pour pouvoir quand même demander des autorisations, avoir des contacts. Quand on embarque voilà, des choses un petit peu, des réflecteurs ou des choses un peu de sécurité, enfin du matériel supplémentaire. Et puis après, il y a évidemment la vie de tous les jours. Donc, il faut encore une valise, il faut encore. Le matériel, il est même. Le, le tout forme un ensemble. Et puis, suivant mon programme de la journée, des fois, j'adapte un petit peu. Mais toujours est-il que j'ai un matériel encombrant et lourd. Je ne crois pas que ça m'empêche de visiter certains lieux. Je ne te cache pas que quand je fais des missions photographiques comme ça, j'essaye, quand j'ai le temps, de m'entraîner, d'être très en forme, parce qu'évidemment, pour le dos, pour l'effort physique est très important. La concentration et l'effort physique. Et en fait, je me suis aperçu avec le temps que j'en avais besoin. C'est-à-dire que souvent, comme j'ai des aides ou des gens qui veulent m'aider, veulent porter mon sac à dos, et je dis non, en fait, j'en ai besoin parce qu'il y a quelque chose dans la statique, dans ce côté pesant et lourd qui m'empêche peut-être d'aller dans tous les sens. C'est quelque chose qui me canalise peut-être aussi et qui me pousse à une forme d'économie de moyens en me disant, en étant extrêmement focus, en disant c'est exactement de là que je veux faire la photo. J'ai très souvent pas besoin de sortir l'appareil pour déjà comprendre mon cadrage, déjà comprendre ce que je vais photographier. Et en fait, l'acte technique de faire la photo n'est qu'une nécessité de ramener quelque chose avec moi. Si j'avais pas ce besoin de témoigner, de faire des photographies pour les autres, en fait, j'aurais, moi, enregistré dans ma mémoire l'instant que je voulais, avec le cadrage que je voulais. Donc après, il y a cet effort supplémentaire qui est mon acte artistique, où effectivement, je déploie mon trépied, je monte ma chambre, je mets en place tous les aspects techniques pour que ma photo soit réussie. Et donc, le matériel et le poids, c'est plus quelque chose pour moi qui est une contrainte qui me permet de créer que quelque chose de limitatif. Après, d'une manière plus générale, je crois que cette question-là, elle est importante, c'est qu'il y a un choix délibéré qui a été fait depuis longtemps, d'avoir un matériel qui est lent, qui m'empêche de capturer cet instant présent d'un appareil beaucoup plus léger, qui est plus... alors moi, je fais une référence à Hiroshi Sugimoto, qui est cet artiste japonais qui photographiait des théâtres, des cinémas, où il ouvrait son optique au début du film, il fermait son optique à la fin du film. La photo, c'est une salle de cinéma vide, alors que les gens sont là, mais comme ils bougent, on ne les voit pas sur la photo, et que l'écran est blanc. Et en fait, il dit, je photographie tout le film. Et moi, j'ai l'impression que mes images, ce n'est pas un instant présent, peut-être c'est une vue de l'esprit, mais en tout cas, c'est une tranche de vie, un instant qui passe, long. Et moi, je capture plutôt ça, un temps très long. Et c'est pour ça qu'il y a peu de personnages sur mes images, parce que les gens bougent et sont souvent flous, donc j'évite de les mettre parce que c'est pas très beau. Par contre, je capture un instant de leur vie, un instant T, puisqu'il y a quand même des éléments comme les voitures, comme les antennes ou les paraboles qui racontent de l'époque dans laquelle je vis, mais pas leur vie à l'instant T très court du moment qu'ils passent devant ma caméra. Du coup, oui, je voulais en venir aussi sur le fait que les photos, pour la plupart en tout cas qui sont exposées ici, ne sont pas habitées, à part 2 ou 3, il me semble. Est-ce que donc c'est un choix aussi par rapport à l'appareil, parce qu'elle qui capte moins le mouvement, mais est-ce que c'est un choix aussi artistique, qui ça permettrait de mettre en valeur l'architecture, ou est-ce qu'il y a une autre motivation, ou c'est très pratique? Alors j'aime bien le choix du mot habiter, parce que ces photos, pour moi, elles m'habitent complètement. Elles sont toutes habitées, donc au sens propre du terme, dans tous ces lieux, en tout cas les logements, il y a des gens. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, dans les hôtels, la plupart sont à l'abandon ou en état de restauration, vu que le tourisme en Algérie est très faible ou inexistant. Donc, évidemment qu'une grande partie de ces ouvrages touristiques sont abandonnés ou sans personne. Et en même temps, ils racontent toute une vie qui s'est déployée, toute une histoire, etc. Idem pour les cités. En fait,
la vie des hommes ou des êtres humains se développe absolument partout. Et en photographiant les voitures, les tissus aux murs, tissus aux fenêtres, le linge qui sèche, etc. Pour moi, je ne parle que de la vie. Et je fais un petit peu écho à cette chose que disait Fernand Pouillon. Il disait, en faisant de l'architecture, j'ai l'impression de brasser 1000 ans d'histoire. Et l'architecture s'intéresse souvent au temps des hommes parce que les habitations, les bâtiments sont souvent utilisés pendant des décennies, voire des centaines d'années. Et lui, il avait une conscience très élevée de ça. Et moi, si tu veux, j'ai envie de parler de l'être humain, des traces qu'il laisse, parce que j'estime que ça parle plus de l'être humain et de ses activités que la figure elle-même, la figure humaine en elle-même. Si je peux juste continuer par rapport aux cités et au fait qu'elles soient encore utilisées, en tout cas celles qu'on peut voir sur cette photo. Est-ce que tu as pu, je me souviens plus, si tu as pu y vivre ou en tout cas rencontrer des personnes qui y vivent et qui ont une conscience d'être dans des bâtiments de Pouillon, ou est-ce qu'il y a comment dire, une perception différente par le fait que ce soit dans construit par Pouillon ou par un grand architecte? Alors, il y a beaucoup de questions, mais elles sont très pertinentes. Les cités de Fernand Pouillon, elles sont un peu différentes des autres, c'est que souvent elles sont en centre-ville, elles sont très proches du centre-ville, elles sont en pleine ville, c'est des villes dans la ville. Elles ont évidemment une histoire qui est complexe, liée à la guerre d'indépendance en Algérie, alors qu'il les construit avant, liée à cette histoire des humains qui est souvent tourmentée, et qui sont en même temps pleines de vie. Et moi, c'est quelque chose, évidemment, je parlais tout à l'heure du temps qui a été nécessaire pour apprivoiser ces cités. Pour moi, en tant que photographe, comme les gens qui y vivent ont dû un peu m'apprivoiser et apprendre à me connaître. Donc, il y a eu ce moment d'échange. Donc, j'ai passé des longs moments à parcourir avec des anecdotes assez drôles. À un moment donné, évidemment que je faisais des voyages assez courts, on revenait et les gens me disaient « Ah, Fabrice, t'étais où? On t'a pas vu ?» Et en fait, je dis, mais j'habite pas ici, en fait. Donc voilà, effectivement, j'ai toujours passé du temps et rencontré des gens. Il faut savoir aussi que c'est des quartiers très populaires, donc il y a un instinct un peu de protection, comme ça, un peu un esprit de quartier. Donc quand on est un étranger ou que quelqu'un hors de la cité rentre, très vite, on lui demande qu'est-ce qu'il fait là, etc. Donc j'ai aussi toujours eu des contacts avec quelqu'un, donc j'avais souvent un guide, un traducteur, etc., mais aussi toujours une personne de la cité qui, lui, connaît évidemment tout son voisinage et prenait le temps d'expliquer aux gens, parce qu'il y a beaucoup de questions et qu'à un moment donné, il faut quand même que je travaille aussi, d'expliquer en fait la démarche. Il y a un autre phénomène qui est totalement unique au monde et je crois unique aux cités de Fernand Pouillon. Lorsque l'on se rend dans ces cités et que les gens nous disent mais en fait qu'est-ce que tu fais, donc je leur raconte que je m'intéresse là où ils habitent et que c'est un homme, un architecte qui a construit cette cité avec l'aide donc Fernand Pouillon, avec l'aide d'un maire bâtisseur qui s'appelait Jacques Chevalier, et que tous les deux ont voulu construire pour l'utilisateur final que sont les habitants. Et la chose complètement incroyable, c'est que de 7 à 77 ans, des gens m'ont approché en disant « Ah, mais tu t'intéresses au maire Chevalier et à l'architecte Pouillon ». Et de cités qui ont été construites en 1950. Et ça, c'est absolument, je crois, unique d'avoir une population qui connaît le nom du maire et le nom de l'architecte qui ont bâti leur maison ou leur cité. Et en fait, ils sont extrêmement fiers de cette architecture qui a été bâtie pour eux. En témoigne le premier billet de 100 dinars de l'État algérien indépendant, est imprimé sur le billet la cité d'Yar Es Saada, comme symbole de l'Algérie indépendante. Et souvent, les gens nous disent considérer Fernand Pouillon comme un architecte algérien. Est-ce que tu as déjà eu l'opportunité de visiter les carrières qui ont été utilisées afin d'extraire les pierres qui ont été employées pour la production de Fernand Pouillon? Alors effectivement, toutes les pierres qui ont servi à construire
les ouvrages de Fernand Pouillon, que ce soit à Marseille, à Alger, puis à Paris, viennent quasiment toutes de la même carrière à Fontvieille. Il s'avère qu'une partie de cette exposition a été montrée en 2019 aux Rencontres de la photographie en Arles. Et parmi les lieux que je pouvais choisir, même si Arles est souvent bâti en pierre, c'était plutôt des ateliers ou des constructions métalliques. Et un qui ne m'était pas accessible, mais qui me parlait particulièrement, c'est l'abbaye de Montmajour, qui, elle, est construite non seulement en pierre de taille, comme tout Arles, mais avec exactement la même pierre que Fernand Pouillon, puisque la carrière se trouve à Fontvieille, à 4 km de l'abbaye. Et qu'évidemment, Fernand Pouillon, ayant relevé et travaillé sur les abbayes cisterciennes et en règle générale, toute cette architecture ancienne de la région d'où il vient, des Alpilles, etc., il la connaissait par cœur. Elle a une histoire un peu mouvementée, donc elle est moins pure que celle du Toronais, par exemple, sur laquelle il s'est concentré pour son livre Les pierres sauvages. Mais enfin, il la connaît par cœur et les pierres sont les pierres sont les mêmes. Donc évidemment que j'ai insisté pour avoir ce lieu et l'exposition s'est déroulée. Donc nous avions les pierres de Fernand Pouillon dans un lieu construit dans les mêmes pierres, avec cet aspect assez étonnant de cet effet quand on rentre dans une cathédrale ou une abbaye qui vous englobe, et ces photos qui, pour en tout cas beaucoup de visiteurs, procuraient le même effet. Donc par la suite, effectivement, j'ai pu rencontrer le carrier d'aujourd'hui, qui s'occupe de ces carrières qui sont toujours en exploitation, et donc de pouvoir visiter le lieu d'extraction, de pouvoir visiter les carrières souterraines, puisqu'il y a une histoire Fontvieille, c'est plus de 400 sites de carrières, notamment avec les fameux Baux de Provence, sur lesquels Fernand Pouillon, à la fin de sa vie, éditera un livre d'ailleurs de recherche sur cet endroit. Et en fait, tout ça forme effectivement un espèce de tournus, et c'est des histoires qui se répondent. Et la question, elle est très juste, parce que Fernand Pouillon, il est complètement habité par cette idée de poursuivre une architecture qui existe depuis toujours, et de continuer un savoir-faire de bâtisseur en utilisant des matériaux qui sont nobles, même si c'est pour construire pour les plus démunis. Tu parlais tout à l'heure de rénovation. On peut voir dans certaines de tes images des hôtels qui sont décapés. Il y a aussi dans d'autres images des bâtiments qui sont adaptés par les habitants. C'est-à-dire qu'ils ont ajouté une couche d'architecture, même presque de l'architecture vernaculaire. Et je voulais savoir à quel point tu voyais une différence entre les images cartes postales et les photos que tu as prises actuelles. Donc, quelle est la dégradation? En fait, il y a un phénomène qui est très particulier à nouveau dans l'œuvre de Fernand Pouillon, c'est que il se considère non pas comme un architecte, mais comme un bâtisseur, et qu'il fait appel à des savoirs ancestraux de l'art de bâtir. Qu'il a évidemment cette fascination pour les abbayes, etc., qui sont quand même des ouvrages qui traversent le temps. Et je crois qu'il y a quelque chose qui l'anime dans son architecture, de faire une architecture qui traverse le temps. Pour cela, elle doit être, même quand les moyens sont très modestes, extrêmement qualitative en termes constructifs, mais aussi elle doit être, comment dire ça, suffisamment forte au niveau de l'expression pour supporter les outrages du temps, puisque toutes les cités d'Alger n'ont quasiment pas eu d'entretien depuis les années 50, qu'elles ont été habitées par une population dont la grande partie a dû fuir à la guerre d'indépendance, qui a été pris par une autre population qui a une espèce de tournus assez important, etc. Donc, en fait, lui le dit, peu importe ce que les gens mettront comme tissu aux fenêtres, l'architecture sera suffisamment forte pour supporter ça. Et il y a une espèce de dualité dans mon rapport à ces constructions. Je parle ici bien des cités,
à la fois l'outrage qui leur sont faites par les percements dans les murs pour mettre de l'air conditionné, par les antennes puis les paraboles qui sont au mur, par effectivement cette espèce d'entassement d'agrégats que deviennent les cabanons qui se prennent place sur les terrasses, les claustras qui se ferment pour faire une chambre supplémentaire. Et en fait, je crois que chez l'architecte, il y avait une certaine compréhension de ça. Il savait que ça allait se produire. Il avait en mémoire des choses comme les arènes d'Arles, qui ont été à la fois des arènes, des ruines, du logement, de nouveau des ruines, et puis aujourd'hui quelque chose d'un peu sacralisé et remonté ou restauré. Et donc, tout ça fonctionne dans une espèce de joyeuseté qui est assez impressionnante. Et si je prends Marseille, c'est pas très différent en fait. Les cités ou les aménagements du Vieux-Port sont pleins de vie et constamment aménagés, modifiés, ne sont pas figés dans un monument du patrimoine. Je crois qu'il y en a un qui est sur le Vieux-Port qui est peut-être maintenant un peu plus ma référence date, mais enfin, toutes ces choses-là sont en perpétuelle mutation. Pour les hôtels, c'est un peu plus particulier, c'est que effectivement cette deuxième période architecturale de Fernand Pouillon en Algérie, donc de 66 à 84, est moins connue. Elle est aussi moins comprise des architectes et surtout de cette espèce d'héritage de l'architecture moderne parce elle est vraiment à contre-pied de tous les préceptes de l'architecture moderne, que ce soit par les matériaux et les formes, alors qu'elle est remplie d'enseignements et que l'histoire de l'Algérie, et notamment ce qu'on appelle la décennie noire ou cette guerre civile assez importante des années 90, a fait que le tourisme a baissé et que ces lieux sont souvent vides et hantés d'un passé un peu plus festif. Et, et à la fois, c'est extrêmement douloureux quand on s'intéresse à cette architecture et qu'on l'aime de parcourir des ruines. Et à la fois, en citant, je ne le citerai pas, mais que seule la belle architecture donne des ruines. Et en fait, ces ruines sont absolument fantastiques. Et en même temps, c'est un crève-cœur quand elles sont, pour le coup, détruites, parce qu'il y a des hôtels qui ont été détruits, ou inaccessibles, ou alors transformés sans connaissance de ce qui a été fait, puisqu'il n'existe aucun document ou très peu d'archives, ou qu'elles ne sont pas accessibles. Et donc, il y a à la fois une espèce de fascination pour cet état actuel, pour que cette architecture en triste état, mais qui rayonne d'une sorte de puissance assez importante, et qui en même temps une espèce de cri d'alerte en disant il est plus que l'heure de s'intéresser à l'œuvre de Fernand Pouillon pour pouvoir la restaurer et l'entretenir en fait. Dans les règles de l'art, j'ai envie de dire, sans dénaturer le projet, ce qui est malheureusement été le cas en Algérie comme en France d'ailleurs, où des rénovations assez dures, assez sauvages ont été faites, et que le bâtiment, entre guillemets, il est perdu à jamais une fois que c'est plus les habitants qui modifient un petit peu, c'est des interventions extrêmement lourdes, où la forme des voûtes est transformée, où les épaisseurs des poteaux sont changées, où des pans entiers de l'hôtel sont détruits ou rajoutés. Et donc là, oui, il y a un cri d'alerte de l'association des Pierres Sauvages de Belcastel qui s'occupe des affaires de Fernand Pouillon, mais aussi de moi. Je m'associe à ça en disant il faut qu'on prenne conscience de cette architecture et qu'on en tire les leçons, soit pour la préserver, mais si on ne peut pas, au moins qu'on en comprenne les mécanismes constructifs et de ce qu'elle découlait. Et mon travail photographique, quelque part, s'inscrit là-dedans. Même si j'arrive peut-être trop tard, c'est une forme de sauvegarde de ces formes et de cette architecture et de son engagement. Est-ce que pendant ta carrière, ton travail photographique a été le support pour certains cinéastes qui ont désiré justement tourner dans cette architecture de Fernand Pouillon? Ou est-ce que tu connais des références cinématographiques qui justement soulignent cette architecture, ou est-ce que c'est assez peu Alors, dans mon travail en général, effectivement, photographiant des lieux qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont méconnus, parce que ça c'est quand même une caractéristique
de ce que je fais depuis près de 20 ans. Il y a eu des demandes, mais surtout pour des décors ou des choses comme ça. Je ne m'y suis jamais impliqué, ou ça ne faisait pas forcément écho à la pratique que je faisais. Il y a eu un certain nombre de documentaires sur ma pratique ou sur les lieux que je photographiais, notamment Fernand Pouillon. Il y a différents types de documentaires. Je crois qu'il y a des choses qui sont plus intéressantes sur la vie et les époques qui s'y sont déployées. Il y a un documentaire assez remarquable de William Klein sur le panafricanisme et comment ces cités, au fait, ont servi, puisque c'est un décorum, la cour des 200 colonnes, c'est peut-être la plus belle salle de spectacle du monde. Et donc, enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Et ça s'est avéré juste, puisque au moment du panafricanisme, les différentes nations se sont retrouvées à Alger et les cités ont servi de décor avec des danses zoulous au milieu des 200 colonnes, avec différentes ethnies, différentes cultures et aussi des Black Panthers qui étaient attirés par ce mouvement et qui se retrouvaient tous à Alger dans une espèce de mélange assez fascinant. Et ce film raconte ça avec en toile de fond l'architecture de Fernand Pouillon. Et donc participe à ces vies multiples que cette architecture a eues. Comment comptes-tu poursuivre ce travail ? C'est une vaste question. L'œuvre, elle est évidemment gigantesque. Donc, quand on se lance quelque chose comme ça, on n'en voit pas forcément le bout. Et quand on le voit, on se dit, bon, ben, il y en a peut-être pour 20 ans. Je n'ai pas la réponse à ça aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que ce travail qui a pris déjà de nombreuses années n'est pas terminé. Je n'ai pas ce sentiment d'avoir exploré l'ensemble des questions qui m'animent. Je pense avoir couvert à peu près un tiers des productions algériennes, qui est évidemment un chapitre important parce que peu ont pris en fait le temps de faire ce que je suis obligé de faire en tant que photographe, c'est-à-dire d'aller sur place pour la photographier, mais c'est-à-dire aussi la découvrir ou la redécouvrir, parce que quand on fait un voyage conscient, c'est pas le même voyage que quand on est touriste ou en plaisance, etc. On la vit différemment. Moi, je suis obligé d'y aller, de la voir, de la photographier. Et pour la photographie, je suis obligé, entre guillemets, de la comprendre. En tout cas, de beaucoup me questionner sur qu'est-ce que je vois et comment ça fonctionne. Et donc, j'ai très envie de terminer. Et normalement, il y a eu une petite pandémie entre les deux, mais normalement, très prochainement, j'y retourne, j'y suis attendu et tout est organisé. L'autre aspect un peu particulier, mais ça touche plus à la pratique artistique, c'est que normalement, on a tendance à faire un travail et puis à le diffuser quand il est fini. Dans des productions très longues comme ça, où il y a encore beaucoup de choses et des pans très différents, évidemment, il y a une stratégie qui a été prise de publier une partie de ce travail qui se réinvente à chaque fois. L'exposition n'était pas sous la même forme, n'avait pas le même titre à Montmajour. Elle va se redéployer ici et puis à Zurich dans des formes qui seront à nouveau différentes, où des choses viennent, des nouveaux savoirs viennent, et de nouvelles images viennent compléter ou modifier l'exposition et sa perception. Et donc, voilà, il y a plusieurs projets de continuer et j'espère une nouvelle publication qui compilera en fait les trois grands aspects, j'ai envie de résumer ça comme ça, de l'œuvre de Fernand Pouillon, c'est-à-dire la partie française, la partie algérienne et ce qu'il a fait en Iran. Dans ce travail, tu nous as aussi parlé du fait que tu te sois associé avec une autre photographe. Est-ce que c'est une démarche que tu aimerais pour tes prochaines recherches réemployer, donc c'est-à-dire travailler en fait avec quelqu'un d'autre, peut-être pas un autre photographe, mais peut-être un historien ou un architecte à la limite. Et voilà. La question est très pertinente, c'est-à-dire que à la base, je suis un artiste qui utilise la photographie pour s'exprimer d'une manière un peu solitaire dans ma pratique, assez absorbé et concentré sur son sujet. Quand on aborde, et ça répond aussi à la question de l'investigation, et quand on aborde des sujets aussi complexes,
nécessitant des compétences extrêmement larges, se confrontant à une œuvre dans laquelle il n'y a pas d'archives ou très peu, où on a peu de traces. Ma conception des choses, c'est que seule une espèce d'image composite, éclairée par différents angles, permet de restituer la complexité, la diversité, l'aspect politique de l'architecture. Quand il faut construire dans des très grandes dimensions, c'est forcément en lien avec la politique, les aspects économiques de la construction, les aspects sociologiques, des gens qui habitent, des témoignages. Et donc, mon idée a toujours été d'en faire un travail collégial et d'alimenter ce travail par un nombre de savoirs différents. J'ai toujours voulu, et c'est ce que j'ai écrit dans le texte du livre, dès le départ de ce travail, je me suis dit, OK, il y a l'œuvre de Fernand Pouillon qui a été ostracisée, dont on parle peu, mais dans ma conscience et mon esprit, en tout cas, l'Algérie est aussi un pays dont on parle peu, finalement, malgré... il y a eu beaucoup d'événements entre-temps, mais malgré l'habitude qu'on en a de le voir dans les journaux, etc., les questions de fond, elles sont rarement abordées. Et donc, j'avais aussi envie de parler de cette Algérie contemporaine, même si moi, l'ensemble de mon temps était consacré avec cette technique, avec cet appareil, à une prise de vue dédiée et consacrée à l'architecture. Et donc, il y a eu ce projet, effectivement, de faire appel à quelqu'un qui a pris en charge le travail de portrait, la relation à l'habitant contemporain de ces cités, mais qui est qu'un aspect. Il y a aujourd'hui un autre projet avec un auteur, donc un travail texte-image. Je travaille beaucoup avec Catherine Saillant, qui a été la dernière compagne de Fernand Pouillon, qui est la plus grande spécialiste de son œuvre et qui se bat depuis plus de 30 ans pour qu'elle soit reconnue et qu'on ait accès à des documents. Il y a cette association Les Pères Sauvages de Belcastel, qui recueille beaucoup d'informations et qui s'emploie beaucoup à les diffuser. Et puis, il y a le travail avec des étudiants en architecture que j'ai fait avec vous pour cet accrochage et que je fais avec la conférence et le travail que je vais donner avec les étudiants demain, où on va travailler vraiment sur mener cette enquête, si on veut, récolter un certain nombre de pistes par les biais de la sociologie, d'ethnographie, enfin, voilà, il y a plusieurs aspects. Leur importance est à dimension variable en fonction des sujets, en fonction des lieux, en fonction de l'information qu'on trouve. Je crois que ce qui compte le plus pour moi dans ce travail et dans le rayonnement qu'il a, c'est l'espèce de compréhension des leçons, en tout cas des enseignements qu'on peut tirer de cette architecture. Je crois qu'elle mérite encore d'être étudiée, qu'elle puisse qu'on ait le maximum d'informations à fournir à des étudiants, qu'on puisse s'extirper des idées fausses, des espèces de légendes urbaines, des on-dit qui ont été beaucoup relayées autour de cette architecture dans des contextes politiques difficiles, historiques difficiles, pour se concentrer en fait sur, d'une part, l'engagement de cet homme, l'engagement social de construire une œuvre qui est destinée à ses utilisateurs avant tout, et qu'on puisse comme ça comprendre cette multitude d'aspects qui caractérisent ces architectures. On m'a posé ce matin une question assez intéressante sur le dispositif d'accrochage, qui est aussi particulier. Vous avez participé avec moi à ce mur d'images qu'on a constitué ensemble, avec un calpinage assez spécifique. Et je vous avais cité comme référence Notre-Dame de la Garde, la Bonne Mère, avec ses ex-voto sur le mur, etc. Et j'y ai réfléchi et je me dis, en fait, cet accrochage et ces images sont mes ex-voto à Fernand Pouillon. Ce sont quelque part mes remerciements de m'avoir guéri les yeux, guéri les sens, et en tout cas de m'avoir permis de comprendre un certain nombre d'aspects qui étaient, je ne sais pas si j'étais aveugle, mais en tout cas que je ne saisissais pas. Et puis, l'enjeu principal pour moi, c'est de pouvoir vous le restituer, parce que c'est vous les jeunes de l'avenir finalement, ou en tout cas aux spectateurs et aux visiteurs qui puissent repartir avec une certaine idée ou sensation de ces réalisations.
Merci Léo d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci beaucoup Léo pour cet enthousiasme que tu partages dans ta transmission. Et écoute, je te remercie aussi pour tout ce que tu nous apprends et du coup nous avoir ouvert l'esprit aussi sur Pouillon et sur son travail. Eh bien, merci à vous pour votre curiosité, qui est toujours très agréable parce que c'est là que se crée l'échange. Et merci aussi à vous pour tout le travail d'accrochage qui a été fait. Ça a été vraiment un échange permanent et aussi enrichissant pour moi.